Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Jérôme Blanchet-Gravel, il dit déjà de la merde dans la partie Patreon. Fait que il va continuer ça avec nous autres d'une manière sérieuse. Tu sais, c'est moi puis Frank qui est les colons dans cette histoire-là. C'est pas Jérôme. Jérôme, c'est un gars sérieux. Frank, viens-tu te donner un bon clip de 10 secondes à sortir les poubelles pour qu'il fasse spinner ça pendant un petit bout, tu penses? Ah, sûrement, sûrement. Ah, Écoute, c'est ça, c'est ça lui prend parfait. pas, ça lui prend pas grand-chose, là. C'est ça. Ils le font. On parlait de micro-agression juste avant, là, tu sais. Un décor qui fait pas, un livre qui est pas correct. Tu sais, tout est prétexte pour la micro-agression. Justement, c'est un peu de ça je pense, en fait, les 3 articles que j'ai sortis qui font. Ben, il y a beaucoup de choses dans votre actualité à Libre Média, Jérôme, là, mais les 3 que j'ai sortis, que j'ai dit on pourrait discuter pendant le podcast, parce que c'est un peu ça l'objectif là, quand tu viens, c'est de parler de vos dossiers, parce que on le dit souvent, les médias. Tu sais, là, en ce moment, moi, je trouve que les médias, le gros sujet, c'est Émile Bilodeau versus le PQ. Je pense qu'on a commencé à faire le tour. Là. Maintenant, moi, je passerai pas une semaine à parler d'un gars qui fait des pseudo-rigodons woke. Là. Hey, mais Je veux dire, enfin, on a réalisé qu'il était temps d'arrêter de politiser la Saint-Jean. Tabarouette, 25 ans plus tard. oui, Bravo. c'est ça. Ben oui, ben oui. Puis là, on nous explique que. Moi, je trouve ça assez spectaculaire. On nous explique quand même que maintenant, la Saint-Jean, c'est un gars qui va venir chanter des chansons déprimantes avec la moitié des paroles en créole, l'autre avec des gens qui font des bruits de glotte pour inclure, bien sûr, les. Non, non, c'est pas des jokes que je vous dis là. C'était écrit dans sa publication. Il y aura des chants de gorge inuits et des rappeurs de Montréal qui vont venir chanter en créole. Et ça, c'est supposé d'être la fête des Canadiens français. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Là. Là-dessus, C'est. je trouve les nationalistes, pour rebondir, Frank, je trouve les nationalistes un peu hypocrites dans le sens où, premièrement, ça a été les premiers à canceller la Saint-Jean 2 années de suite pour en faire un spectacle virtuel. C'est Et triste vous, pareil, juste d'y penser. Là. donc, après, taper sur Émile Bilodeau, que je n'apprécie pas du tout. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas créer une contre-culture de la cancellation, c'est-à-dire ne Non, pas c'est ça. faire comme nos ennemis. Dire qu'Émile Bilodeau ne nous intéresse pas, dire qu'on n'ira pas, c'est une chose. Après, demander peut-être, je ne sais pas si ça sera rendu là, mais demander finalement l'annulation du concert ou son remplacement par d'autres artistes, ben, c'est quand même l'idée sous-jacente. Là, on est dans la culture de la cancellation, version nationaliste. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça. Mais c'est ça, c'est que la Saint-Jean, malheureusement, son déclin de la célébration en tant que telle suit vraiment le déclin du Québec. C'est-à-dire, on a fait de la Saint-Jean, premièrement, avec Régis Labaume, une sorte de fête, à l'image de la fête du Canada, donc très pépère. Évidemment, je sais qu'il y a eu des débordements à Québec. On ne reviendra pas sur les émeutes, puis ça. Non, mais c'est normal qu'il y ait des débordements. Tu sais, on parlait avant de Mais c'est commencer. ça, l'esprit On parlait latin. c'est ça, mais puis pas juste ça, la vie dans une ville. Une ville, c'est. Tu sais, les gens qui partent de région, souvent pour aller en ville, ils disent ah, c'est parce que je veux vivre le nightlife, je veux vivre la vie avec tu sais, les bars, la musique, la joie, puis tout ça. C'est normal qu'une fois par année, s'il y a un peu de débordement, puis savez-vous quoi, à un moment donné, quelqu'un va se faire piétiner en dessous d'une clôture, puis il va arriver un drame. Mais c'est comme c'est comme un comment je pourrais dire ça? C'est comme un effet désagréable de quelque chose qui témoigne de la vie qui existe encore dans une ville. Quand tu commences à dire, là, il n'y aura plus d'alcool, il n'y aura plus de feu. Cette année, c'est même, il n'y aura plus de feu d'artifice. Tu Ben oui. regardes ça et tu te dis, je ne suis pas sûr qu'honnêtement, la pire chose de cette fête-là, c'est la présence d'Émile Bilodeau. Moi, c'est plus le fait que Mais c'est c'est pour ça que je complètement dis aseptisé. qu'on ne voit pas le portrait d'ensemble. Donc, l'hyper-réglementarisme à la québécoise qui, finalement, hyper encadre la Saint-Jean. Donc, c'était le premier volet Régis Labaume à Québec. Ensuite, bon, ça s'est dégradé. C'est devenu de plus en plus pépère. Ah, puis c'est quétaine aussi. Écoute, hier, là, je joue une game de baseball à Rimouski, c'était le spécial Saint-Jean. Fait qu'on mettait des tunes québécoises. Hey, quand tu joues du baseball, puis c'est Paul Piché avec sa tune coché oui, coché non, tabarslac, là. Ouais, Tu c'est sûr que ça fait un peu terroir, là. Mais un peu terroir, man, c'est parce que t'es là, tu te dis, man, j'étais en 1970 ou quoi, là? C'est la pas de bon Saint-Jean, sens, c'est là. un peu ringardisé. Puis, c'est ce qui s'est passé aussi. Ben, c'est un autre effet pandémie, mais l'année dernière, la Saint-Jean n'avait jamais ressemblé autant à la fête du Canada. C'est-à-dire les nationalistes se sont toujours moqués de la fête du Canada, Hmm.
qui est la fête du déménagement, mais sans réaliser que la fête, que la Saint-Jean-Baptiste est devenue la fête du barbecue, que Oh, tout le t'as monde était dans raison. sa cour à faire griller des saucisses, puis il ne se passait pas grand-chose là. Mais c'est ça, on ne peut pas forcer un peuple à vouloir vivre, que voulez-vous. Il va falloir que les gens aient envie par eux-mêmes de continuer la culture québécoise. C'est pas l'État qui va pouvoir tout régler à votre place. C'est pas un ensemble de lois qui vont sauver le Ouais. français rendu au stade où on en est. Donc, mais c'est ça. La Saint-Jean, malheureusement, est devenue un peu ringarde. Mais c'est sûr que c'est quand même beaucoup aussi le fruit du mouvement woke. C'est sûr qu'à partir du moment où, faut pas l'oublier, où on a présenté le nationalisme québécois comme un truc de raciste, ben là, c'est sûr que ça a changé complètement la perception des élites envers la fête. Faut pas oublier ça quand même. À partir du moment où on désigne le nationalisme québécois comme étant réactionnaire et raciste, ben là, c'est sûr qu'on a des Émile Bilodeau qui apparaissent. Donc, nous-mêmes, il faut faire attention de ne pas non plus se laisser contaminer, si on veut, par cette vision qui ferait du Québec un truc ringard parce que des woke ont décidé que c'était ringard, puis parce que le Canada, c'est plus moderne, c'est plus multiculturel, Ouais. c'est plus libéral au sens... c'est plus très libéral, mais vous comprenez, au sens de Non, c'est ça. parti. Mais il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas adhérer à cette vision woke qui nous présente comme des ceintures fléchées, alors que le Canada anglais n'est pas toujours mieux non plus. Là, Non, absolument. dans son idéal sanitariste, multiculturaliste également. Là. Ben écoute, ça rentre un peu dans le. En fait, tout ça tourne autour du même sujet. Puis je trouvais ton éditorial à Libre Média excellent là-dessus. T'as appelé ça le nouveau dieu de la sécurité. Parce que c'est un peu ça, là. On fête la Saint-Jean, mais attention, il ne faudrait quand même pas qu'il y ait de feu d'artifice, puis non plus de feu. Il y a déjà quelqu'un là, qui est tombé dans la braise il y a 20 ans. Fait qu'il faudrait bien faire attention d'un feu, c'est dangereux. Un feu d'artifice, c'est dangereux. On avait aussi la santé publique là, cette semaine qui nous implorait de pisser assis parce que c'était supposément dangereux de pisser debout ou presque. Après ça, il nous disait aussi qu'il fallait convertir 2 autoroutes en boulevard urbain là, pour lutter pour la qualité de l'air et ce genre de... Donc, il y a comme une espèce de... Puis t'en parles souvent de ça, c'est un de tes chevals de bataille, mais il y a comme un peu cette espèce d'idée-là que le simple fait qu'on soit en vie, là, les humains, les Québécois, on se déplace pour aller à la boulangerie, porter les enfants au match de hockey, peu importe. Toutes nos activités sont susceptibles presque de mettre la vie de quelqu'un en danger. Et donc, il faut limiter ça, une espèce de confinement mental au final. En fait, ce que tu appelles l'obsession de la sécurité ou le sécuritarisme, ou je ne sais pas comment on pourrait le nommer, c'est ça, Ouais. c'est un genre de confinement mental, en fait. Là. C'est ça. Ben, vous êtes toujours en train de tuer du monde. C'est ce que j'expliquais aux conférences qu'on a données à la fin de semaine dernière. Donc, on est vraiment entré dans l'âge de la sécurité. C'est une nouvelle idéologie, tant qu'à moi, qui est comme englobante, qui comprend le sanitarisme. Donc, l'obsession de la sécurité, l'idéal du risque zéro. Donc, effectivement, le moindre mouvement est susceptible de provoquer l'apocalypse. Donc, c'est la logique de l'effet papillon. Donc, à chaque fois que chaque kilomètre que vous parcourez en automobile est susceptible de tuer un asthmatique, au même titre que chaque gouttelette qui sortait de votre bouche durant la pandémie était susceptible de tuer la caissière à l'épicerie derrière son panneau de plexiglas. Donc, le moindre mouvement, donc on est traversé vraiment par un désir d'immobilité et c'est la poursuite de la logique du confinement. Je sais que les gens sont tannés qu'on parle de la pandémie, mais malheureusement, c'est un nouveau paradigme. Malheureusement, c'est un an zéro. C'est un Et stigmate on est vraiment dans qui- les séquelles de la pandémie. Ouais. C'est-à-dire que les bien-pensants se rabattent sur tout ce qu'ils peuvent pour compenser finalement l'absence du virus. Puis, regarde, vous voyez, la santé publique de la capitale nationale maintenant s'ingère dans le dossier des autoroutes, se mêle des autoroutes. Donc, c'est la santé publique maintenant qui va peut-être finir par gérer la circulation au nom, évidemment, de la qualité de l'air. Donc, c'est l'omniprésence de la santé publique. On est encore là-dedans. Ben oui, puis je voyais des gens sur Twitter, entre autres, et Facebook qui. Là, il y a comme un. J'ai de la misère à comprendre c'est quoi ce nouveau trend-là, là. Mais en gros, ils mesurent des hauteurs de véhicules, genre, tu sais, un VUS ou un pick-up, il est à quelle hauteur? Et là, ils mettent des genres de graphiques en disant, regardez, quand tu as un véhicule de telle hauteur, tu ne vois pas à tant de distance en avant de toi, donc tu es susceptible de frapper un enfant beaucoup plus que si tu avais, je sais pas moi, une Toyota Prius. Là.
Là, tu te dis, OK, mais ça va entre vos deux oreilles. Genre, c'est quoi? C'est rendu que, je sais pas, le gars qui s'en va poser de la céramique, qui a ça dans son truck, lui, c'est potentiellement un tueur d'enfants sur des arrêts-stop parce qu'il conduit une camionnette. Mais ça rentre exactement dans. C'est une Oui, c'est espèce ça. d'obsession à vouloir, puis même cette semaine, je pense que c'est Étienne Grandmont de Québec solidaire qui disait, là, il est grand temps que Québec adopte la vision suédoise. Là, c'est très drôle, la Suède vient de réapparaître tout d'un coup. Là, elle a disparu pendant 3 ans, mais là, elle vient de réapparaître. La vision de la Suède sur la gestion des routes, eux, ils ont comme objectif, ils appellent ça le zéro, l'objectif zéro, quelque chose comme ça, et c'est de viser à ce qu'il n'y ait aucun décès sur les routes. Et là, tu te dis, ben oui, mais bien sûr, si on met les limites de vitesse à 20 km/h sur l'autoroute et qu'on punit de mort les gens qui brûlent des stops, ben oui, c'est sûr, il va y avoir 0 mort probablement. Mais est-ce que vous voulez vivre tu sais, genre, à quel point l'obsession sécuritaire est, tu sais, est bonne en soi, à quel point la sécurité, à un moment donné, devient un objectif bon en soi qui nécessite qu'on sacrifie tout le reste. Puis ça, ben, c'est clairement, comme tu dis, une séquelle ou une stigmate de justement cette mentalité-là de je suis seul dans le dépanneur, mais il faut quand même que je me mette une guenille dans le visage d'un coup que je rencontrerais une dame immunodéprimée de 89 ans qui est venue s'acheter un paquet de céleri. Exact. C'est carrément la même logique qui est à l'œuvre. C'est la vie des gens, c'est presque en permanence en danger. Puis le plus drôle là-dedans, c'est là-dessus que je voulais t'entendre aussi, c'est l'armée de gardiens du donjon qui arrive automatiquement à chaque fois que tu parles de ça. Je me souviens d'un de tes tweets que tu as fait il y a peut-être une semaine ou deux. C'était sur cette affaire dont on a parlé dans le podcast ici, là, cette ville en Abitibi qui disait aux gens de dénoncer leurs voisins s'ils faisaient des barbecues ou tondaient le gazon à cause des feux de forêt. Et là, tu sais, je me souviens, tu as fait un post un peu ironique là-dessus et tu disais après, jamais j'aurais pensé que autant de gens viendraient à la défense de cette municipalité-là, tu sais, comme si c'était un combat héroïque. Puis, tu sais, tu te dis, mais les gens veulent Ah venir à oui. la. Et le micro-puçage des poubelles également. Oui, le micro-puçage des poubelles. Ouais. D'ailleurs, j'ai appris que la ville de Québec avait annoncé le micro-puçage des poubelles en 2020, mais ça ne semble pas être revenu dans l'actualité. Le Peut-être nos auditeurs micro-puçage des pourraient regarder ça pour nous. Mais comme quoi, Hey, je vous ai Comme quoi, sorti, c'est les pas un gars, projet tout à fait marginal. Mais quand même, une société qui est en train de micro-pucer des ordures, il faut le faire. Là. Si on n'est pas dans une société de surveillance, si on n'est pas dans une sorte d'idéal du risque zéro, sur le Puis plan écoute, écologique. je t'ai Oui, sorti vas-y. des statistiques parce que tu parlais de véhicules automobiles tantôt, puis le risque, puis tout ça. Regardez ça, là, c'est magique. La ligne en bleu, là, c'est les décès sur nos routes au Québec. 1973, 2200. C'est en constante baisse jusqu'en 2005, même jusqu'en 2014 environ. Ben Et oui. depuis 2014, c'est stable, autour de 340. Mais qu'est-ce qui se passe de 1973 à 2019? La population, elle augmente. Qu'est-ce qui se passe également de 1973 à 2019? Les femmes vont de plus en plus sur le marché du travail, ce qui amène les familles à avoir 2 véhicules. Mhm. La quantité de véhicules sur nos routes a explosé. Les chiffres, là, les véhicules en circulation, là, on part d'environ 2,5 millions en 1973 à tout près de 7 millions de véhicules aujourd'hui, en 2023. Et les décès sur les routes ont été en baisse constante jusqu'en 2015. Il y a eu une remontée cette année, en 2022, puis on a fait plein d'articles pour dire hey, hausse de 16% des décès sur les routes, tout ça. On est rendu avec des statistiques tellement faibles sur les résultats, sur les décès sur les routes, que ça devient presque aléatoire, les Ouais. hausses et les baisses à chaque année. Autrement C'est dit, vraiment la population a augmenté, le nombre de véhicules par habitant, par foyer a augmenté. Donc, il y a de plus en plus de véhicules sur la route, de moins en moins de décès, mais les médias présentent ça comme si on était dans une espèce d'époque de dégénérescence où là, les gens risquaient leur vie à chaque coin de rue, puis là, il faut faire des campagnes de publicité parce que, écoute, chaque cycliste, chaque piéton risque sa vie là, à chaque fois qu'il traverse le chemin. Et évidemment, ils vont trouver des exemples. C'est dramatique, là, l'histoire qu'on avait entendue de la jeune fillette là, qui s'est fait écraser à Montréal. Mais somme toute,
on peut prendre un cas d'espèce puis une anecdote dramatique puis en faire un débat national. Là. Tu sais, c'est comme quand il y avait le petit gars échoué sur la plage en Europe puis qui ont fait tout un débat sur les réfugiés qui arrivaient en bateau avec ça. Mais c'est ça, moi, je trouve, c'est plus de la manipulation par l'émotion qu'autre chose. Là, on n'est pas dans la réflexion. Ce que Yann vient de faire avec les données, c'est ça qu'on devrait faire normalement, dire c'est un non. On est dans un non-sujet. C'est pas un sujet, ce truc-là. On devrait pas parler de ça. Carrément. Non, puis c'est ça, c'est le chiffre 0 dont tu parles, Frank, c'est vraiment, ça symbolise bien l'époque, c'est-à-dire zéro COVID, zéro carbone, zéro calorie, zéro pollution sonore. L'année passée, il y a 2 ans, François Bonnardel, le ministre des Transports, rêvait d'un bilan zéro en matière d'accidents de véhicules tout-terrain. À un moment donné, Geneviève Guilbeault et lui étaient là-dessus, c'est-à-dire les VTT, il faut réduire le nombre de morts causés par des accidents de VTT. On n'avait jamais vraiment entendu parler de ça, ou peut-être un peu. On sait que, bon, un VTT, c'est sûr, j'ai fait du VTT sur des pistes qui sont des pistes dans le bois, finalement. Évidemment, vous n'êtes pas... il y a un aspect sportif là-dedans, là, donc forcément, vous êtes quand même conscient des risques qu'implique le fait de conduire des VTT, c'est-à-dire que vous ne conduisez pas une Civic sur Grande Allée, vous êtes dans le bois quelque part avec des grosses roues. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un peu comme la moto. Mais oui, c'est l'ère des cibles nulles, c'est-à-dire le zéro, c'est le rien. Une société qui aspire à rien, finalement, c'est très, très symbolique, ça, tout ce qui est zéro. Même Éric Zemmour, en France, à un moment donné, il s'était mis à parler d'immigration zéro. Et moi, je ne déteste pas Éric Zemmour, mais je me disais, lui, il est là-dedans aussi à sa façon. C'est-à-dire, on est vraiment dans quelque chose de transversal. L'idée, la sécurité, ça peut s'appliquer à tous les domaines. Regardez, j'ai une autre stat pour vous autres, juste pour le fun, les noyades au Québec. Y en a-tu de la réglementation pour les piscines, toutes ces affaires-là? On fait des gros cas sur les noyades. 1998, 119. 2003, 88. 2008, 79. 2013, 50. C'est le grand paradoxe. C'est ce que j'explique aussi souvent, c'est que c'est dans les sociétés les plus sécuritaires au monde où on est le plus obsédé par la sécurité. Les gens vont dire, oui, mais c'est parce qu'on est obsédé par la sécurité qu'on est sécuritaire. Non, là, on n'a pas toujours été aussi obsédé. Mais c'est le grand paradoxe. C'est-à-dire, plus les gens vivent en sécurité, plus ils sont anxieux et plus ils réclament de sécurité au lieu seulement d'apprécier la société où ils vivent. C'est-à-dire, quand tu vis au Mexique, ça, c'est très, très frappant. Durant la crise sanitaire, tu dis, on est devant une société, le Québec, qui est une des plus sécuritaires au monde, vraiment, là, sans aucun doute, et qui se met à battre-triper sur sa sécurité au quotidien, jusqu'à réclamer des passes sanitaires pour aller manger chez Ashton en sécurité. Tu dis vraiment, on est dans un délire absolu. Là. C'est-à-dire qu'au Mexique, tu prends ton char, tu t'en vas au restaurant, ça se pourrait que tu te fasses kidnapper un jour. Tu sais, sérieux? Ça peut arriver. Mais au Québec, là, c'est des gens qui avaient peur de rentrer chez Ashton sans passe sanitaire. C'est-à-dire vraiment, on est dans un niveau de psychose important. Tu sais, c'était un cas de psychologie appliqué à grande échelle. Là. C'est clair, clair. Donc, pourquoi, au lieu d'apprécier ce qu'on a, puis de dire, hey, gars, on est dans une société sécuritaire, on devrait en profiter pour justement aller faire le party, puis apprécier ce qu'on a, profiter de la vie, ben non, on en réclame toujours plus. Écoute, hier, un des lanceurs de mon équipe de baseball vient de la région de New York. Il a toujours vécu à New York. Il est payé pour jouer avec nous cet été. Puis, on parlait justement qu'il y avait des affaires spéciales des fois au Québec qui se passaient, puis tout ça. Puis, c'est venu ce sujet. On dit, dans la pandémie en 2020, les arbitres sur les terrains de baseball n'étaient pas en arrière du marbre. Puis là, il me regarde et dit, il n'y avait pas d'arbitre en arrière du marbre. Je dis non, on catchait, puis il n'y avait pas d'arbitre en arrière de nous. Il dit, il était où? Ben, j'ai dit, en arrière du lanceur. Il dit, pourquoi? Ben, pour respecter le 6 pieds de distanciation sociale. Le gars, il est parti à rire, puis il se disait, ouais, dans quelle petite place de fou je suis? Parce que c'est pas arrivé aux États-Unis, ça, des arbitres qui allaient arbitrer en arrière du monticule. Ça arrivait, c'est juste arrivé au Québec, cette niaiserie-là. Moi, je pensais que, tu sais, je pensais un peu naïvement que tous ces simagrées-là, qui sont des simagrées liturgiques, sanitaires, là, qu'on a vécu, je pensais que ça allait faire allumer à plus de gens que ça l'imbécilité et Moi aussi. l'arnaque qu'est le dirigisme, comme on le vit ici, du micromanagement du quotidien. Tu sais, moi, je pensais que des gens qui allaient voir des bottes d'hiver emballées dans le plastique
sur des rackings de Costco, puis qui pouvaient juste acheter des sacs de noix puis des bonbons, allait se dire à un moment donné, mais c'est des débiles mentaux qui nous gèrent. Là. Tu sais, on est dans un. C'est une dystopie ce que je suis en train de vivre. Là. Ben non, tu sais, il y a une espèce de rationalisation qui, je le comprends, tu sais, d'un point de vue psychologique, c'est des gens qui ne veulent pas nécessairement être en breakdown tout le temps de voir ce qui les entoure, donc ils viennent qu'à le rationaliser. Ouais, c'est ça, ils l'acceptent et le rationalisent en se disant il faut ce qu'il faut, c'est partout pareil. Tu sais, toutes les phrases que vous avez entendues, que les gens vous répétaient autour de vous. Mais Non, c'était pas pareil. Ben non, Les c'est gens ça. réagissaient pas pareil. Puis, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu te rendes compte qu'un gouvernement, des gouvernements qui ont goûté à ça, c'est comme un chien à qui te donner de la bouffe de table, il va toujours en vouloir. Mhm. C'est la même, ça a l'air trivial comme exemple, mais c'est un peu la même chose, puis on le voit. Là. Le gouvernement qui est dans le micro-management du quotidien. C'est ça exactement, c'est la particularité québécoise. Puis mes collègues français, à la dernière conférence qu'on a donnée à Québec et Montréal la fin de semaine dernière sur l'identité numérique, ne comprenaient pas vraiment ça. Mais oui, la société québécoise et la société de surveillance Made in Québec est exactement centrée sur le micro-quotidien. C'est-à-dire, là, Idriss Aberkan, très connu, il me disait non, mais on ne change pas de paradigme pour réglementer les tondeuses de dimanche. Et je disais oui, c'est justement pour ça qu'on va le faire au Québec, pour réglementer les tondeuses de dimanche, pour monitorer du monde qui se baigne à Boucherville. C'est ça la société de surveillance Made in Québec. Sa spécificité, c'est exactement ça. C'est de se préoccuper du lave-vaisselle, à quelle heure on le part. On est vraiment dans la micro-gestion du quotidien. C'est très, très québécois. C'est pour ça que ça va marcher. Et là, je leur disais, de manière plus optimiste, cette société de surveillance est à la fois terrifiante, parce qu'on sait que bon, ça peut déboucher sur une forme de totalitarisme, mais elle est également insignifiante. C'est-à-dire c'est à la fois totalement insignifiant et terrifiant. Insignifiant comme ce que Yann vient de décrire, c'est-à-dire un truc du genre l'arbitre en arrière du lanceur. C'est à la fois totalement grotesque, parodique et inquiétant. C'est comme les deux, puis on ne sait pas si ça va juste rester complètement ridicule ou si on va élever le niveau et qu'il va y avoir de plus en plus de contrôle et si on va commencer par monitorer le jappement des chiens dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec, parce qu'ils vont faire ça un jour en passant. C'est ça la mode. Ils vont mettre des drones pour savoir y a-t-il pas mal de bruit dans Saint-Jean-Baptiste, à Ninkasi, le monde sort chaud. Ils vont monitorer. C'est ça. On accumule des données. Faire des palettes, faire des clôtures en palettes de bois. Tu sais, les genres de palettes de bois qu'ils mettent le long des autoroutes là, pour faire des murs coupe-bruit, parce qu'il ne faudrait surtout pas que les gens entendent du bruit. Le bruit, tu sais, ça, c'est fou. C'est assez particulier. Là. Mais écoute, justement, un des articles que vous avez publié là, sur les médias est complètement capoté là-dessus. Là. Celui-là, je ne l'avais pas vu passer. Là. La société de surveillance Made in Boucherville. Écoutez, c'est complètement loufoque. Là. Souriez, vous êtes filmé. Un journal local de Boucherville a révélé que des caméras cachées avaient été installées dans les arbres et des drones survoleraient cet été le secteur du parc national des îles de Boucherville. Le but de la municipalité, mesurer le nombre de plaisanciers, le bruit, nombre de décibels qu'ils font, et déterminer quel type d'embarcation cause davantage de problèmes, qu'il s'agisse de la quiétude ou encore des impacts environnementaux tels que l'érosion des berges. Il y a une taxe qui se prépare. Là. Ça, c'est une taxe qui se prépare, cette affaire-là. Ah non, mais écoutez, la sécurité avant tout. La journaliste Diane Lapointe précise que la ville de Boucherville s'est engagée à mettre de l'avant les premières recommandations de la Société de sauvetage du Québec, lesquelles consistent entre autres à observer la situation et à compiler diverses statistiques de fréquentation du fleuve. Et là, tu parles de la bruitophobie là-dedans. Là, disons que les intertitres sont très éditoriaux. C'est un article de presse très standard. Mais avec notre couleur c'est grotesque. C'est grotesque. Ben c'est ça, c'est qu'on ne sait pas si, comme je le répète, c'est grotesque, c'est totalement insignifiant et inquiétant parce que si on commence là, évidemment, c'est ça. La question, c'est de déterminer est-ce qu'il y aura d'autres étapes. Est-ce que ce genre de pratiques vont mener à plus de surveillance? Faut que je vous donne des trucs marketing. C'est parce que là, vous avez une affaire de surveillance sur les bateaux de plaisance à Boucherville. On veut voir s'ils font du bruit, tout ça. Puis vous avez mis un kayak comme photo. Jérôme, il faut vendre la copie. Là. Ça prenait un ponton puis des pitounes. Là.
Comment tu penses que les Québécois ont eu du succès dans la vie? Ça prend des pitounes. Ouais. Ouais, mais j'ai cherché plusieurs photos, puis il n'y en avait pas de satisfaisante. Enfin. Libre de droit, ouais. Mais j'avais pas besoin une caméra qui surplombe une rue de Boucherville. J'ai pas trouvé ça. Donc, j'ai pris une photo du. Non, mais enfin, c'est surréaliste. Écoute, il y a un auditeur qui nous écrivait, puis moi, je le croyais pas avant d'apprendre que ça existe apparemment vraiment, là. Mais il y avait un auditeur qui avait écrit à Yann il n'y a pas longtemps qui avait vu quelqu'un dans son bac de Oui. poubelle. Tu sais, il sort dehors, puis le bac de poubelle est ouvert, puis il y a quelqu'un qui a la tête rentrée dedans. Puis là, il se dit, non, mais c'est un colporte. Ben, tu sais, c'est quelqu'un qui vient fouiller pour voler mes canettes ou quoi que ce soit. Fait qu'il l'interpelle, il dit, hey, si tu fais là, toi. Le gars, il se lève, c'est marqué genre ville de je sais pas quoi sur son jacket. Et c'était la police des vidanges, là. Le gars, en mode timé dans la petite vie, venait trier les vidanges du citoyen pour éventuellement lui faire la morale. Ouais, écoute, là, t'as mis ça, normalement, ça va dans le compost, t'as mis ça dans le recyclage. Là, ça va pour cette fois-ci, mais éventuellement, ça va être un. Tu sais, en Mais non-respect. de quel droit ils vont sur nos terrains comme ça? Ben, c'est ça, j'allais dire, en non-respect total de la propriété privée, là. Je veux dire, dans un monde normal, qu'est-ce que quelqu'un fait? Je veux dire, les policiers n'ont même pas le droit de rentrer chez vous sans mandat là, dans notre système. De quel droit une espèce d'inspecteur de Gestapo de la poubelle vient sur ta propriété privée pour aller fouiller dans ton bac de recyclage? Non, non, mais c'est. Puis tout ça au nom de la planète qui est en train de sauter, puis de la nécessité du zéro déchet. Encore là, ça rentre un peu dans la même lignée de ce qu'on jasait avant, là. Et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ils trouvent de la main-d'œuvre pour faire ce job-là. Ben oui, c'est ça qui est spectaculaire aussi, là. C'est que les entreprises écrivent partout, genre recherche gérant à l'épicerie, recherche tatata, mais les villes, supposément, ont le luxe d'engager des gens pour faire des emplois totalement inutiles de ce genre-là, là. Puis tout ça, pourquoi, au final? Tu sais, quand on parle d'absurde, c'est qu'on est rendu au point où on se dit c'est même des trucs qui, on dirait qu'ils n'ont que seul but d'écœurer le citoyen, parce qu'au final, c'est quoi l'objectif de ça? Bon, tu pourrais me dire, OK, le but, c'est de donner des tickets aux gens et de récolter des revenus. OK, peut-être. Mais tu sais, au final, je veux dire, à part créer des tensions, puis parce que la conséquence inévitable de ça, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un employé municipal qui va avoir une altercation avec un citoyen, puis ça va finir dans le journal, là. Je peux tout de suite vous prédire que c'est ça qui va arriver, là. C'est pas tout le monde qui est poli, puis c'est pas tout le monde qui apprécie de faire venir jouer sur sa propriété. Inévitablement, mais en parallèle de ça, les villes font des espèces de campagnes de publicité, respecter nos employés, nous ne tolérons pas les incivilités. Ben là, les incivilités, tu sais, si oui, chez la nous. ville de Québec, enfin. Ben oui, ben oui. Ça, c'est. Mon Dieu, Mère Marchand dans sa publicité. C'est vraiment un petit moraliste, lui, complètement. Il est vraiment naze, sérieux, le maire de Québec. Mais les gens, il n'y a plus de projet de société. Je veux dire, on est la société de surveillance comme projet de société. Encore là, la micro-gestion du quotidien. C'est une société sans projet, c'est-à-dire les gens n'ont plus de sens à leur vie et se rabattent sur chaque geste compte, hein, comme on disait. Donc, ils ferment les lumières chez eux. Ils ont l'impression d'allumer un lampion pour l'environnement. Tu fermes la lumière chez vous, tu allumes un lampion pour l'environnement. C'est comme... ce sont un ensemble de micro-rituels. Et ce sont des rituels, en fait, même Ah oui, ouais, t'as de quoi, là? T'es sur la bonne track, je pense. au sens religieux. C'est-à-dire un rituel, Ouais. c'est quelque chose qui... On est en l'ordre de la magie. Moi, j'ai une maîtrise en sciences des religions et on est tout à fait dans l'ordre de ce qu'on appelle vraiment la magie. C'est quoi? C'est le fait de faire quelque chose pour essayer d'influer Conjurer le mal. sur son environnement, ou c'est-à-dire la croyance en la portée de gestes tels que, c'est ça, la purification, des gestes comme se purifier, allumer un lampion, donc trier comme il faut. Le recyclage, c'est une espèce d'orthopraxie, c'est-à-dire c'est un ensemble de règles, de prescriptions, comme on dirait dans les religions, des prescriptions, comme dans le judaïsme. Exactement ça. C'est l'orthopraxie. Donc, vous le faites, et c'est parce que vous le faites
tel que c'est déclaré que vous avez l'impression de vous conformer à un ordre auquel vous appartenez, etc. Bon, c'est un Ben, peu puis vague, là, ce que non, non, moi, je trouve que c'est loin d'être vague. En fait, c'est une version sécularisée ou ouais, sécularisée, c'est le bon mot, mais j'essaie de trouver un synonyme plus parlant que ça, là. Mais c'est une version laïque, disons ça comme ça, du principe qu'il faut acheter son ciel. Ouais. Vous entendiez ça, c'est un principe qui vient des jansénistes de mémoire, là. Mais c'était l'idée justement qu'il faut par son comportement, acheter son entrée au paradis. Donc, c'est ça, acheter son ciel. Donc, vous entendiez votre mère quand vous étiez jeune dire ça, là, quand tu étais au bout du rouleau par rapport aux enfants qui font rien que crier, tout ça, puis elle disait, mon Dieu, j'ai gagné mon ciel. Ben, ça, c'est une expression, mais il y a quelque chose en arrière de ça d'un point de vue religieux, théologique. Mais c'est la même chose. J'ai trié mes déchets, j'ai fait pousser mes sprouts bio dans un petit truc en plastique, j'ai cultivé mon ail, j'ai bien trié mon compost, puis j'ai bien fait. J'ai bu mon. J'ai acheté mes fraises 3 fois le prix. Ouais, puis j'ai bu ma root beer en AEW avec une paille en carton qui finit par te faire une Ben espèce oui, de j'ai pâte à essayé ça papier dans la récemment. gueule. Ben oui, c'est ça. Mais tout ça étant de la pure vacuité en termes tu sais, je veux dire, depuis qu'on mange des pailles en carton au restaurant, le réchauffement climatique n'a pas arrêté, puis ça n'a rien changé sur la pollution des océans, puis tout ça. Mais ça permet aux croyants, ça permet à la personne qui est dans ce système-là d'acheter mentalement son ciel en se disant, ben, quand je vais arriver aux portes du paradis, puis que, je sais pas, moi, le Steven Guilbeault va m'attendre aux portes du paradis, ben, je vais pouvoir rentrer parce que j'ai mon certificat de bonne conscience écologiste. J'étais pas trop loin de la définition. J'ai une définition scientifique de la magie du Centre national de recherche scientifique en France, et on dit produire au moyen de formules rituelles et parfois d'actions symboliques méthodiquement réglées des effets qui semblent irrationnels. C'est-à-dire qu'on le réglementarisme, Exactement ça. la prescription, donc des formules rituelles et méthodiquement réglées. C'est pas l'écologisme contemporain. Enfin, là, on rentre dans des considérations plus théoriques. Mais oui, il y a ça. Et durant la crise sanitaire, c'était évidemment aussi tout un ensemble de rituels. Le purel avait remplacé l'eau bénite, et même dans les églises. Non, mais évidemment, vraiment, quand on parle d'un culte qui en remplace un autre, ça, c'était très frappant. C'est à l'église, enfin au Mexique, en tout cas. C'était plus l'eau bénite, c'était vraiment du purel à l'entrée des églises. Non, mais voulez-vous un symbole plus fort que ça? C'est impossible, là. Mais est-ce que tu penses que c'est la Puis le vraie sanitarisme qualité? a fermé des églises au Québec. Non, mais c'est impensable encore dans les années 60. Imaginez, là, François Legault qui décide que il y a pas plus il y a tel nombre de croyants qui rentrent dans une église, pas plus. Sinon, c'est fermé. C'est-à-dire vraiment l'État qui écoute la liberté de religion, s'il y a quelque chose de fondamental dans le libéralisme, c'est quand même ça. La liberté de culte, c'est incroyable ce qui s'est passé, là. Puis ça, personne n'en a parlé parce qu'au Québec, tout le monde se fout des religions, sauf pour annuler les événements du groupe chrétien qu'on ne connaît pas au centre des congrès. Mais ça, c'est fou, là. Imaginez quand même la liberté de religion qui a été complètement brimée durant la crise sanitaire au Québec. C'est complètement hallucinant. Les gens se disent, ah, ben, écoutez la messe à la télé. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça, la religion, là. Mais est-ce que tu penses que, puis c'est drôle parce que c'était une question que tu me posais d'une certaine manière quand on faisait l'entretien avec Libre Média, justement, qui devrait sortir. Oui, bientôt en passant, oui. Je j'imagine. l'avais annoncé dans un épisode précédent. Mais, Bon, je ne l'avais pas annoncé encore, mais bref, c'est un peu local. Mais tu me posais un peu une question de même que je te renvoie. Est-ce que c'est d'une certaine manière l'espèce de vide spirituel qui s'est installé depuis bon, au Québec, les gens sont très peu pratiquants. Il y a des sondages qui sont sortis encore récemment. On est la province la moins pratiquante de manière religieuse au Canada, alors qu'on était la plus religieuse ouais. il n'y a pas si longtemps que ça. Et je le remarquais pendant la pandémie, les gens sur qui toutes ces niaiseries-là avaient le moins d'emprise, c'était souvent des gens issus de communautés religieuses, parce que pour eux, en dernière instance, à qui ils doivent des comptes, c'est pas à François Legault, c'est pas à Justin Trudeau, c'est à Dieu, ou c'est d'une certaine manière, c'est à eux qui sont redevables. Il y avait déjà leur Dieu, il n'y avait pas besoin de François Legault. Oui, il y avait déjà un Dieu, il n'y avait pas besoin de s'en créer un autre avec une messe à 13h, avec un espèce de monsieur qui donne des recettes de tartelettes, puis une madame qui parle de ses stocks de Propofol, puis
Je veux dire, pensez-y comment c'est grotesque. Sérieux, faites le test, c'est encore sur YouTube. Retournez regarder ces trucs-là, mais c'est d'une débilité métaphysique On sans nom. invite, surtout ces questions-là de sanitarisme, de l'État québécois comme nouveau clergé. Il faut aller voir le documentaire Post-Mortem de Libremédia, vraiment sur la gestion de la pandémie. Et Francis Denis qui a réalisé le documentaire, qui est comme un spécialiste finalement de la permanence du religieux, en fait, qui est un spécialiste de l'histoire de la religion au Québec. Et qui juxtapose, par exemple, François Legault, un évêque. Bon, tu sais, c'est toujours. Il y avait vraiment quelque chose. L'État québécois a vraiment remplacé l'Église au Québec, ça fait pas de doute. Puis la pandémie, c'était une parodie de ça, une parodie de clergé sécularisé. C'est vraiment ce qui est arrivé. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce thème-là, allez voir le documentaire Post-Mortem, qui est encore très d'actualité, qui est sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment un bon documentaire. Bon, c'est sûr que je suis le personnage principal dans le documentaire, mais quand même. Oui, je pense qu'on voit Dominique Je prêche Moret pour ma aussi paroisse dedans, pour employer un vocabulaire religieux, mais le documentaire, vraiment, mais si je n'étais pas là, même, c'est très bon. Les autres intervenants sont. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres gens qui parlent, mais franchement, c'est le seul documentaire qui a été réalisé sur la gestion de la pandémie d'un point de vue critique au Québec, quand même. Donc, c'est assez parlant. Écoute, en terminant, je veux t'entendre sur ce dossier-là que vous avez sorti. C'est le dernier article dont je voulais faire donc on parle, qu'on fait la promotion aujourd'hui. C'est cette histoire-là que vous avez sortie en début de semaine, censurée. Une chroniqueuse claque la porte d'un journal local. Et là, bon, c'est un texte de ta plume. On parle de Marie-Hélène Thérien, qui est en entretien avec Libremédia. Je ne savais pas c'était qui, en fait. Et bon, elle voulait faire la promotion d'un livre, je crois. elle voulait tout simplement recenser un livre comme elle le fait depuis 23 ans dans ce journal local. 23 ans quand même, OK. 23 ans qu'elle tient une chronique littéraire dans ce journal local qui s'appelle Autour de l'île, journal de l'île d'Orléans. Et tout d'un coup, on a empêché la publication d'un article, d'une recension d'un livre du best-seller d'Alexandra Henrion-Côte qu'on a reçu à Libremédia d'ailleurs la semaine passée, dont on a publié l'entrevue filmée avec elle. Donc, une généticienne française qui est une sommité également en son domaine. Donc, un livre qui revient sur les effets secondaires des vaccins de type ARNM. Et donc, Mme Thérien a tout simplement décidé de quitter le journal, de claquer la porte pour contester la censure dont elle était victime. Donc, ça me paraissait important de relater l'histoire parce que ça fait comprendre aux gens que la censure, c'est pas un truc abstrait qui concerne seulement les universités. Ça se passe même dans des petits journaux locaux. Ça se passe à l'île d'Orléans. En fait, ça se passe plus dans ces journaux locaux-là, généralement. Plus, vous pensez, oui? Oui, bien, en fait, au niveau radiophonique, ce que j'ai observé, c'est que dans les stations de radio locales, c'était beaucoup plus tough que dans les stations de radio un peu plus commerciales. Puis la raison, c'était l'omniprésence des subventions gouvernementales / programmes de publicité qui vient directement du gouvernement. Ben, tu l'as déjà dit, Yann. Radio en région m'avait échappé. Ça, j'aurais pas. C'est un peu la même chose aussi avec les médias écrits dans les régions. Tu l'avais dit, Yann, on peut leur dire, parce que Jérôme ne l'a peut-être pas entendu, là, mais il y a des endroits où tu intervenais comme chroniqueur que Mané t'ont dit, Yann, on peut garder ta chronique, mais il faudrait que tu parles d'autre chose que de COVID. Ça ne te tenterait pas de parler du prix du gaz. Puis, il y a des sujets que j'avais pas le droit de parler dans certaines stations radio. Ah oui, OK. Puis c'était évidemment pas Radio X. Puis non, c'est vraiment ça. Puis quand tu regardes la structure financière de beaucoup de médias locaux dans des MRC, tout ça, écoute, sans subvention, sans publicité gouvernementale, ces médias-là n'existent pas. Là. Fait qu'ils ont le gouvernement a une mainmise complète sur ces petits médias-là. Et honnêtement, quand le député local n'est pas content d'un article, il y a beaucoup de pouvoir pour venir à bout de quelqu'un. OK, c'est une dynamique intéressante dont je n'avais pas entendu parler. Merci de cette mise au point. C'est quand même inquiétant. Là, moi, j'aurais eu tendance à penser le contraire, de manière très naïve. C'est-à-dire, j'aurais pensé que dans les petits journaux qui étaient moins lus, donc qui étaient moins finalement
sujet à recevoir de la pression parce qu'il était moins élu, mais vous dites que c'est le contraire, finalement. Ah, le député local a énormément il peut appliquer beaucoup de pression sur ces petits médias-là. C'est Même impressionnant. si les articles ne sont pas viraux nécessairement, puis... Exactement, parce que, écoute, le député local, là, ils ont tous, surtout au Québec, ils ont tous des budgets discrétionnaires pour financer des OSBL, des choses comme ça. Ah oui, c'est des ventes des notables de province, là. Exactement. Puis ils vont chercher beaucoup de photos op dans des organismes de charité, justement, dans leur comté, puis ainsi de suite. Fait que ça en est quasiment parodique, dans le sens que si tu as un député moindrement efficace dans un journal local d'une MRC ou peu importe, généralement, tu vas voir le député local facilement à toutes les publications, minimum une fois ou deux avec une photo prise qui remet un chèque à quelque part. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Ben, c'est pour Fait ça que le pouvoir a autant peur. Le gouvernement canadien, le gouvernement du Québec, tout ça. C'est pour ça qu'on voit se multiplier toutes sortes d'appels à la lutte contre la désinformation, des projets de loi qui veulent réglementer Internet, tout ça. La raison est simple. C'est que quand le député de comté ou l'attaché ou le directeur de cabinet appelle dans un journal local qui en arrache puis qui vit de subventions puis qui dit hey, là, Chris, là, la nouvelle que vous venez de sortir, c'est complètement n'importe quoi. Tu le veux-tu ton. On comprend que ça peut être plus subtil que ça, mais en gros, ça veut dire tu le veux-tu ton financement ou tu le veux pas. Il pourrait t'arriver à la même affaire qu'on a fait à une station de radio, puis on va te couper la publicité. Ben, écoute, il en va de la survie du média, il en va des jobs, des gens qui sont là, qui ont des familles, etc. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu censures, puis Conforme. après, tu fais de l'autocensure, ce qui est encore pire que la censure. Mais ce qui les fait suer et ce qu'ils ne peuvent pas tolérer, c'est que s'ils nous appellent nous autres, la réponse, c'est go fuck yourself, parce que le modèle d'affaires, c'est les abonnements des membres. C'est eux en fait, on est tributaire de nos membres et c'est eux qui nous permettent de continuer via leur support. Ce n'est pas les subventions du gouvernement. On ne touche pas une christie de scène du gouvernement, sauf la fois où la Ville de Québec avait placé ses pubs du tramway en avant de notre podcast dans les AdSense, puis comme on les a assez ridiculisés, ils les ont enlevés. La CAQ aussi. La CAQ aussi. Mais vous comprenez que c'était pas de la pub placée dans notre show, mais c'était sur YouTube de manière générique, là. Donc, ils allaient chercher le monde comme ça, là. Mais je pense qu'ils ont peur, en fait, de l'indépendance financière. Ils veulent pas de médias indépendants financièrement. Ça les écœure. Ça les écœure vraiment. Tu sais, déjà, juste des gros médias, mettons comme Québécois, qui peuvent survivre de bord comme ils le font en ce moment, puis larguer le gouvernement à qui ils ont ciré les pompes pendant 3 ans, 2 ans de pandémie, et maintenant se mettent à faire la promotion ouverte du Parti québécois. C'est drôle, ça. Tout d'un coup, on a appris récemment que le Parti québécois était devenu la seule opposition crédible à la CAQ. Tu sais, moi, tu te réveilles le matin, tu apprends ça. Tu es juste journaliste, tu suis l'actualité chaque jour. Tu travailles 10 heures par jour et tu apprends comme ça le matin que, bon, ça t'a échappé. Le Parti québécois et l'opposition, finalement, officielle à Québec. Tu te dis, sérieux, il s'est passé quelque chose que j'ai pas compris, là. Puis je suis pas contre le PQ. Moi, je suis quelque part entre le PQ et le PCQ. S'il fallait vraiment me catégoriser, parce que je suis inclassable, mais s'il fallait vraiment me catégoriser, je serais sûrement entre les deux. Moi, je suis d'accord. Donc, je ne suis pas anti-PQ. Je suis francophile, mais vraiment, 3 députés, tu apprends ça après que Pascal Bérubé ait appuyé l'annulation de la conférence du groupe chrétien à Québec, après que le Parti québécois ait appuyé la motion à l'unanimité pour soutenir les drag queens dans nos garderies. C'est hallucinant. Remarque, ça se peut que le peuple ait suivi ça. Pardon, mon micro vient de tomber. Vous voyez que ça m'intéresse beaucoup. Mais moi, j'ai pas senti ça. Puis je suis revenu au Québec. Bon, j'essaie d'écouter les gens sur le terrain. Et comme quoi, bon, c'est ça. Le PQ était devenu l'opposition, la seule opposition crédible officielle en l'espace de 3 journées selon les journaux québécois. On est vraiment dans la fabrication d'une nouvelle. Faut malgré en plus l'insignifiance. Nous autres, on fait une revue d'actualité quotidienne, puis honnêtement, l'insignifiance des sujets traités par le Parti québécois atteint des sommets. Même Québec solidaire, pour qui on n'a aucun atome crochu, c'est des ennemis idéologiques à quelque part. Je suis obligé de dire qu'au moins Gabriel Nadeau-Dubois parle du logement, parle de
du coût de la vie, de l'inflation, de sujets, à mon avis, qui touchent les gens. Pendant ce temps-là, le PQ faisait une espèce de pièce de théâtre pour essayer de rentrer dans l'Assemblée nationale sans prêter serment au roi. Je veux dire, ils sont en fait Remarquez que ça aussi, c'est la manière. Moi, j'aurais été d'accord. J'étais d'accord. Moi, je ne suis pas monarchiste particulièrement, bien que je respecte l'institution chez les Anglais, mais c'est pas mon roi, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'ils en ont tellement échappé que c'est devenu un peu anachronique. C'est-à-dire, les gars se couchent devant McKinsey, se couchent devant le Forum économique mondial, qui n'est pas une affaire de complotiste. On parle de la sécurité, par exemple, des piétons. C'est le Forum économique mondial, en passant, qui a propagé l'idée qu'il fallait protéger les piétons et pour ça interdire les voitures. C'est l'idée du Forum économique mondial. C'est eux qui se sont arrangés pour qu'on en parle partout, là. Donc, il ne s'agit plus d'interdire des voitures pour l'environnement, c'est pour les piétons. On n'est même plus dans un environnementalisme pour l'environnement, on est dans un environnementalisme pour la sécurité. Donc, c'est toujours l'argument qui revient. Ça, c'est vraiment fabriqué par le Forum économique mondial. Mais donc, vous avez un PQ qui se couche pendant 2 ans devant, finalement, ce que les nouvelles forces de la colonisation, c'est-à-dire des forces qui nous colonisent complètement, McKinsey et compagnie, et qu'il arrive, contre le roi d'Angleterre, etc. C'est parce que, tu sais, vous deviez faire les deux. Si vous faites juste le truc sur la monarchie, c'est sûr que les gens ne vont pas vous suivre parce que vous êtes devenu complètement insignifiant et anachronique. Surtout avec un député comme Pascal Bérubé qui avait prêté serment genre 8 fois, j'exagère avec 8 fois, mais il l'avait fait genre 4-5 fois avant de déterminer. C'est qu'on ne les croit plus. C'est-à-dire, on ne les croit plus. C'est-à-dire, il faut vous croire dans votre démarche. Et on n'a plus envie, enfin, moi, comme nationaliste, j'ai plus envie de suivre ce genre de cirque politique parce que c'est pas crédible. Ils en ont trop échappé. C'est-à-dire, puis moi, des nationalistes qui sont pour les drag queens, sérieux, c'est ça le nationalisme, allez, sérieux, non. Là. C'est ça votre nationalisme, c'est quoi? C'est des drag queens qui parlent en français? C'est ça le nationalisme au Québec? En français, les drag queens à Montréal? C'est ça le nationalisme québécois aujourd'hui? Oui, ou le nationalisme québécois qui a peur des Formule 1 parce que ça fait du bruit puis ça émet des GES. Les Formule 1, mais non, ça, c'est en tout cas. Oui, mais tout le monde, non, mais c'est vrai, on dirait que tout le monde a sa petite cause. C'est que pour les gens de la gauche radicale, il aurait fallu qu'il y ait des arcs-en-ciel puis des drapeaux LGBT accrochés auprès de Formule 1, là, ça aurait été correct. Puis les caribous, eux autres, il aurait fallu que le gars qui gagne la compétition s'appelle Michel Tremblay. Là, ça aurait été correct. Ben, s'il y a un ce nom que je disais, Frank, ben oui. Lance Stroll, québécois, couverture de presse négative. Charles Leclerc, c'était quoi, lui? C'est Monaco. Un gars de Monaco, Charles Leclerc, non francophone, couverture ultra positive sur lui. Ouais, il y a un côté grotesque à ça. Là. Il y a un côté ultra donc, grotesque. C'est fou qu'on a envie de vous suivre. Mais non. Et rappelez-vous quand même la fois où le couvre-feu avait été annoncé, je pense, sur les téléphones cellulaires. L'avertissement était en bilingue. Et ce qui retenait l'attention des nationalistes, c'était pas le couvre-feu, mais c'était le fait que le couvre-feu était annoncé aussi en anglais. C'est-à-dire, ça, c'est des gens je me rappelle. qui se seraient présentés dans un cas de concentration et qui auraient dit « S'il vous plaît, pouvez-vous me gazer en français? » Non, mais sérieux. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, sérieux, mes amis nationalistes sont devenus des tarés. Ce sont des tarés. Non, mais vraiment, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je me suis dit, c'est pas possible. Là. Puis je vous dis, moi, vous savez, combien de fois je vais le répéter, je suis francophile, ma deuxième langue n'est pas l'anglais, mais l'espagnol. C'est la langue à la maison. Donc, il n'y a personne qui va m'accuser de lécher les bottes dans le pays américain ici. Là. Mais c'est tellement décevant, c'est incroyable. C'est assez incroyable. C'est un bon mot de la fin. Écoute, qu'est-ce qui nous attend dans l'actualité de Libre Média? Si tu as quelque chose dont tu voudrais faire la promotion dans les prochains jours, qu'est-ce qui est à suivre? Je te laisse le mot de la fin de ce côté-là. Aujourd'hui, on publie un article sur le fameux procès réservé intenté à Jordan Peterson. Oh, c'est bon, ça. Vous savez, on menace de retirer sa licence comme psychologue. Donc, on revient sur tout ça. Il y a une décision importante qui est attendue. Donc, il y a vraiment tout le topo est là. Un très bon article de Francis Denis qui va être publié sur l'heure du midi. Demain, on a potentiellement un scoop. Un scoop que je ne peux pas dévoiler là, mais quelque chose d'important. Donc, vous avez effleuré à ce que j'ai compris durant une émission, j'en dis pas plus. Samedi, on a la deuxième partie de notre reportage en Colombie, réalisé par Alexis Brunet. Donc, deuxième partie de son grand reportage en Colombie sur les mouvements de manifestation qui ont eu lieu dans ce pays d'Amérique latine.
Ensuite, ça va reprendre lundi prochain. Le dimanche, on n'a pas toujours des textes. On essaie de se garder une journée de congé. C'est la seule journée à Libre Média où il n'y a pas toujours du nouveau contenu publié. C'est le dimanche. Écoute, ça fait. Mais ça roule. Des articles que vous voyez sur le terrain, reportages en Amérique latine, on se promène beaucoup. On me dit qu'il n'y a pas beaucoup d'articles sur le masculinisme toxique et le pétro-masculinisme. Là, ça déçoit là, des gens qui ont une sensibilité de ce côté-là. Écoute, on va faire un effort. C'est média tellement masculin. Écoute, c'est devenu un problème aujourd'hui quand même. Mais quand même, on a Anna Bonnel, une figure féminine importante à Libre Média. Il ne pourrait pas dire quand même qu'on est un boys club pour reprendre les mots le titre d'un fameux livre parce qu'on a beaucoup. Anne-Laure est très impliquée, donc on a des femmes qui écrivent à Libre Média régulièrement. Absolument. Écoute, c'est vrai. Merci d'avoir été là, Jérôme. C'est tout le temps le fun de faire de cette collaboration-là, à peu près aux 2 semaines. Puis c'est plus facile maintenant que tu es revenu sous le dôme québécois. Donc, on remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute et on se reparle la semaine prochaine. Un grand plaisir, les gars.